Parcourir Paname, c'est d'abord se faire du bien. On peut en goûter une petite huit là? Se faire plaisir, Toutes les bijouteries que vous voyez à l'avant du sac, on les a fait faire par Chaumet et elles sont recouvertes de diamants. se faire peur Je vais prendre le chocolat chaud aux huîtres. et parfois se faire avoir. Je crois que c'est de l'étain. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. C'est pas du diamant? Pas pour aujourd'hui. Allez, c'est parti pour une nouvelle balade dans Paname. Aujourd'hui, j'enfile mes gants et reprends mes yeux de petit garçon pour circuler entre la Comédie Française, l'Opéra et la Place Vendôme. Un quartier qui forme un triangle et s'il n'est d'or, il est au moins d'argent. Le quartier bordé de palaces est l'emplacement rêvé des marques de luxe. Un luxe qui sert aussi les artisans installés à proximité. L'atelier du bracelet parisien, place du marché Saint-Honoré, fabrique des bracelets de montres sur mesure. Les grands joailliers de la place Vendôme le sollicitent parfois pour ajuster l'une de leurs montres au poignet et au goût extravagant de leurs clients. On y trouve aussi de véritables troquets, comme celui où Nina m'a donné rendez-vous. Bonjour Nina. Hey, bonjour Yvan. Dis-moi, toi, si on te cherche, on vient ici, on te trouve. Hein. Oui. C'est vraiment ton endroit. Oui, le matin, je prends mon café. Ici, dans ce Oui, bistrot. oui, absolument. Tous les matins. Dis-moi, ça fait une quinzaine d'années que tu habites dans le quartier. Pourquoi ce quartier précisément? Qu'est-ce qui te plaît tant ici? Ce qui m'a plu, c'est la centralité. C'est aussi parce qu'il y a un magnifique jardin. Et il n'y en a pas beaucoup dans Paris. Tu parles Les du jardin, Tuileries. les Tuileries. Et les habitants, qu'est-ce que tu en penses des habitants du quartier? Finalement, nous sommes très peu d'habitants dans le quartier. Il y a essentiellement des bureaux. En fait, on se connaît surtout les week-ends où finalement les bureaux se vident. Et nous sommes, nous, habitants du quartier, on se retrouve souvent au marché, qui est sur la place du marché Saint-Honoré. Moi, depuis que j'habite ici, ce que j'ai compris, c'est que nous évoluons, nous, habitants de ce petit îlot, entre la rue des Pyramides et la rue de Castiglione. Après, tu dépasses pas, tu vas pas plus loin. Ça Après, s'arrête c'est là. ailleurs. C'est autre chose. Voilà. Après, c'est autre chose. C'est vraiment un endroit où il faut être. Toutes les cours ici sont vendues ou louées à prix d'or parce que c'est vraiment comme un petit triangle d'or. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les Entre- cours? Il y a des magasins, il y a des artisans. Donc non seulement il y a une vitrine côté rue, mais il y a également tout un monde professionnel côté cours. On peut parler de ton travail? Qu'est-ce que tu fais précisément? Alors, je fais de la décoration. Je crée des panneaux décoratifs pour des intérieurs, des décorations de boiserie, de portes. Et aussi des flacons de parfum. C'est ce qu'on Et- va aller voir, Absolument, oui. juste en face, dans une grande maison anglaise. Bonjour. Donc c'est donc ici qu'on trouve les œuvres de Nina. Exactement. Vous me montrez? Alors de quoi Voilà. s'agit-il exactement, Nina? Je suis partie en fait des flacons de Penhaligon's qui sont très reconnaissables par leur forme, parce que ça, ils ont toujours été ainsi. Ma volonté, c'était de ne pas inscrire le nom du parfum sur le flacon, mais de faire deviner la fragrance qu'il y a à l'intérieur par comme une petite histoire que je raconte. Pour, Ce sont des pièces uniques, évidemment. Ce sont des pièces uniques. Donc Et ça voilà. marche parce qu'il y en a plus que 3. Tout à fait. On avait 6, ils sont partis très rapidement. Oui, voilà. C'est vrai, c'est une petite histoire de l'Angleterre dans un flacon. La rue Saint-Honoré est un quartier chargé d'histoire. Hommes de lettres, hommes de pouvoir, hommes de cour, tous habitaient Saint-Honoré au plus près du roi, quand ce dernier vivait au Louvre. Et puis le roi quitta Paris pour Versailles et les grands hôtels occupèrent les demeures délaissées. Leur clientèle fortunée dépensait sans compter lorsqu'elle descendait à Paris. Au moment de plier bagages, il fallait bien souvent acheter quelques malles supplémentaires pour emporter les emplettes parisiennes. Les plus prestigieux maltiers s'installèrent donc dans le quartier.
Bonjour Guillaume. Bonjour Yvan, bienvenue chez Moina. Merci. J'entre ici dans un temple du luxe et du savoir-faire à la française. C'est donc ici la maison Moina. Oui, c'est ici, ou presque ici, que tout a commencé en 1849. Moina est un des plus anciens maltiers français, qui a été fondé au cœur de Paris en 1849. Qui était avenue de l'Opéra au départ. Qui était au Pas 1 très avenue loin. de l'Opéra et aux 5 places du Théâtre Français. Donc on est vraiment à 3 minutes de la première maison de vente. Ici, on est dans le cœur historique des Maltiers. Hein. Ils s'étaient tous installés rue Saint-Honoré. Pour quelle raison? Alors ils étaient tous ici en fait parce que les premiers palaces parisiens étaient tous à côté des Tuileries, près des expos universelles. Et en particulier le premier palace parisien qui était l'hôtel du Louvre était juste en face de notre maison de vente. Et il se trouve que Pauline Moina, notre fondatrice, a breveté en 1870 une malle qui s'appelait la malle anglaise, qui était particulièrement destinée aux touristes anglais qui restaient en fait à l'hôtel du Louvre, qui achetaient des choses à Paris et qui voulaient les faire expédier À Londres. à Londres. Oui, parce qu'au départ, la maison a fait des malles, on est d'accord. Oui, le début en fait, le début de Moina et le début du métier de maltier, en fait, c'est la création des chemins de fer français. C'est aussi les premières stations balnéaires. C'est aussi l'époque de Génie, de Napoléon III, du baron Haussmann, du Paris qui vibre. Et des Mais premiers voyages. Mais voilà, les premiers voyages. Là, par contre, on a les premières malles pour les automobiles. Oui, ça c'est peut-être c'est l'article, c'est l'emblème de la maison. C'est des malles qui épousaient parfaitement la forme et la largeur du toit des toutes premières automobiles. Et là, on est début 1900. Et la malle limousine, en fait, c'est un brevet de Pauline Moina en 1902. Aujourd'hui, la philosophie, le maître mot, c'est le luxe à tout prix. C'est le grand Non, luxe. c'est l'artisanat à tout prix, c'est la qualité à tout prix. Nous, on est une manufacture à l'ancienne, on essaie de faire des très beaux objets, des objets qui durent, qui soient faits, qui soient très bien faits. Donc c'est un petit peu revenir aux sources du luxe. On est une maison qui communique peu, qui ne fait pas de marketing, par contre qui passe beaucoup de temps à faire de jolis produits et puis qui essaye de cajoler ses clients. On va voir la suite des jolis produits là-bas. Là-haut, premier étage. À propos de savoir-faire exceptionnel, cette malle-là, elle est exceptionnelle. Oui, ça c'est un des trésors de la maison. C'est une malle qui a eu le Grand Prix à la première expo des arts décoratifs à Paris en 1925. C'est une malle qui est en cuir de chèvre avec un très très joli travail de marqueterie. C'est la marqueterie en veau et puis un travail de cloutage qui est absolument superbe. Et toutes ces merveilles sont fabriquées à la main dans le quartier. La maison Moina est le dernier maltier à conserver un atelier près du marché Saint-Honoré. Rue de la Sourdière, une quinzaine d'artisans dessinent et confectionnent des sacs pour lesquels rien n'est jamais trop beau ni trop cher. Vous travaillez sur quoi, Jonathan? Alors là, je suis en train de préparer un sac en crocodile. Donc pour faire un sac, il faut 4 peaux de crocodile. 4 pots de crocodile. Oui. Et encore, vous n'utilisez pas tout le crocodile, qu'une partie. Donc je vais utiliser 80% des pots. Et après, ça va partir à l'atelier couture. Alors, sur un sac comme ça, il y a 80% de couture main. C'est vous qui allez le faire? C'est moi qui vais le faire, oui. C'est important la matière première. Très important. Très Ici, important. ici, on ne travaille que des cuirs exceptionnels. On essaye, on essaye. Ça vaut déjà très très cher à la base. Oui, c'est ça, ça vaut très très cher. Combien? Pour une peau, il faut compter entre 800 et 1000 euros. Donc là, on a à peu près déjà pas loin de 4 000 On est pas euros loin de de 4 000 euros déjà. matière première. Mais là, c'est un sac exceptionnel que vous êtes en train de créer. Oui, fabriquer. tout à fait, parce que toutes les bijouteries que vous voyez à l'avant du sac, on les a fait faire par Chaumet et elles sont recouvertes de diamants. Ça, c'est un cuir incroyable. Alors ça, c'est un cuir incroyable. Ça, c'est un cuir 100% français. C'est ce qu'on appelle le veau Barregna. Et celui-ci, il a vraiment une particularité, c'est qu'il est, dans un premier temps, on enlève toutes les impuretés. Et après, on va le tremper dans une rivière, qui sont spécialement en Alsace. Et c'est la rivière qui va faire tout le travail, en fait. Tous les éléments qu'il y a dans la rivière vont donner ce résultat. Ce qui fait qu'on est sur un cuir, oui, 100% naturel. Et il est un petit peu magique, parce qu'il a un peu côté un peu gras. Ce qui fait que quand vous faites une petite rayure comme ça à l'ongle, vous prenez une éponge un petit peu humide, vous passez l'éponge partout, tout disparaît. Et hop, ça disparaît. Tout disparaît. Et ça, c'est la qualité du cuir qui fait Et ça. ça, c'est la qualité du cuir qui fait Et son travail. Et son travail.
là, Ramesh, on est dans l'atelier prototype. C'est là où la création se fait. Pour moi, c'est vraiment le cœur de cet atelier. C'est ici qu'on fait la vraie création. Et ça repose sur les épaules d'Agathe. Complètement. Une fois que le dessin est fait, Complètement. c'est Agathe qui réalise. Ça va? C'est possible de réaliser les créations du patron, du boss? Ou c'est toujours des défis incroyables? C'est beaucoup de dialogue surtout. Beaucoup de dialogue parce que c'est vrai qu'on part d'un croquis, après il faut élaborer un petit volume que je fais en matière lambda, c'est un tissu ou autre, pour un peu voir si les proportions sont esthétiques, si elles conviennent à Ramesh. Et ensuite, après, je fais le patronage et la coupe et tout le montage. Et là, une fois de plus, vous avez le temps. C'est comme je disais, dans notre métier, cette métier-là, s'il n'y a pas de temps, c'est pas la peine. Sinon, il faut oublier le côté excellence. Pas de doute, je suis au cœur du chic parisien. Ici, le moindre animal de basse-cour est carrossé comme une voiture de collection. Même la place du marché est griffée. L'imposant building de verre qui s'y dresse est signé de l'architecte espagnol Ricardo Bofill. Du marché traditionnel, seules les méthodes de vente restent. Il est bon, mon poisson, il est frais, mon poisson. Est-ce que le poissonnier est frais? Ah non, ça beaucoup moins. Ah non. Dites-moi, on est place du marché Saint-Honoré. Ça a toujours été un marché ici? Ah non. À l'origine, il y avait un couvent de Jacobins. Alors on dit toujours les Jacobins, mais qu'est-ce que c'est les Jacobins? En fait, ce sont des Dominicains. Vous allez me dire pourquoi les deux noms. Alors c'est très clair, c'est très simple. Les Dominicains arrivent à Paris, s'installent rue Saint-Jacques. Tout le monde va les appeler les Jacques-Aubins. Donc ils s'installent ici, ils achètent 10 arpents de terre, ils construisent un monastère avec une église, tout bien, jusqu'à la Révolution. La Révolution ferme tous ces couvents. Une fois le couvent terminé, on a installé 4 halles principales. Puis en 1955, on a tout rasé, concours d'architectes, et on obtient ça. Qui date de 1966, Vous avez raison. Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, le maître architecte espagnol. qui a travaillé dans le monde entier et qui nous offre un bâtiment. Alors c'est incroyable parce que vous avez comme ça une grande avenue centrale, comme vous savez les passages qu'on découvre dans votre émission, il y en a partout dans Paris. Mais voilà, il voulait rappeler ça aussi. Au passage. Ah oui, vous avez On raison. l'emprunte ce passage? On l'emprunte. Et puis vous allez voir, donner un coup au carreau, c'est pas rien là. Il y a du boulot. Ah, oui, ça, à la vôtre. La place du marché Saint-Honoré est désormais occupée par les bureaux de grandes sociétés et les marchands de 4 saisons se font rares dans le quartier. Je quitte cette maison de verre pour la place Vendôme. Après tout, elle n'est pas interdite au transport modeste. Et les pierres précieuses ne sont plus réservées aux initiés grâce à l'école fondée par un grand joaillier au nom compliqué. Je suis où précisément ici? Ah, vous êtes dans l'école? L'école, la seule et unique? La seule L'école de unique au quoi? monde. L'école Van Cleef & Arpels d'initiation à la joaillerie et à l'horlogerie. Unique pourquoi? Parce que c'est la seule école d'initiation pour le public au monde. Vous me montrez? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est votre idée, cette école? Ah, c'est une idée commune que nous avons eue avec le président de Van Cleef & Arpels. Nous nous sommes dit que ces métiers de la joaillerie et de l'horlogerie étaient des métiers vraiment extraordinaires, mais complètement méconnus. Ici, ce n'est pas un outil au service des ventes de Van Cleef & Arpels. C'est une entité d'éducation. Alors ici, nous avons l'atelier d'horlogerie. Et ici, l'atelier de joaillerie. C'est-à-dire que là, on fait vraiment des bijoux. On fait la maquette. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la maquette en étain? C'est la première étape. À partir du dessin, qui est en 2 dimensions, on passe à une création en 3 dimensions qui va préfigurer ce que sera le bijou final. En fait, c'est la représentation l'interprétation la plus aboutie possible de ce que va être le bijou. D'accord. Et on va jusqu'à travailler et anticiper les problèmes d'articulation. D'accord. Parce qu'un bijou, quelque chose qui se porte sur un Ça corps qui épouse. bouge. Ça épouse Donc il le faut que ce corps. soit souple. Donc là, on voit bien une illustration
de ce travail d'articulation. C'est un joli petit dragon. Oui, c'est un joli petit dragon chinois où on peut voir aussi, Ça permet d'anticiper les difficultés techniques. par exemple, voilà une maquette d'une bague qui est destinée à être portée différemment. Donc on la porte sur un doigt ou sur 2 doigts. Donc on a un travail ici où la bague va pivoter. D'accord. Merci pour cette initiation. Bon, je ne maîtrise pas encore complètement les pierres précieuses, pas plus que l'histoire de la fameuse colonne qui domine la place Vendôme. Je sais qu'elle a souffert des affres de l'histoire, victime de caprices politiques, de vengeances révolutionnaires et, plus récemment, d'excès de pollution. Frédéric, Oui. vous êtes toujours dans les beaux endroits, vous. Ah bah c'est magnifique là. Place Vendôme. Oui. Pourquoi ce nom? Ah bah, ça nous vient de César de Vendôme, un des fils d'Henri IV, mais de la main gauche, hein, c'est-à-dire Henri IV et Gabriel d'Estrées. Hey. Alors il s'est fait construire un hôtel particulier sur cette place. Du coup, on a conservé son nom pour toute la place et pour toute l'histoire. Alors, cette place abrite une merveille, la Ah ouais. colonne Vendôme, qui est cachée en ce moment, elle est en rénovation. Alors c'est On à la la doit fois- à qui? Alors c'est en rénovation, puis ça fait un peu paquet cadeau, je ne sais pas si vous Ouais, remarquez. Un ouais. peu quand même. Non, alors on la doit à Napoléon. Comme on rendait hommage à Rome à Trajan, par exemple, la fameuse colonne Trajane, eh bien on va faire la même chose à Paris pour moi. Tout ça parce qu'il avait gagné à Austerlitz. Il avait gagné non seulement la bataille, mais en plus il avait remporté un nombre de canons incroyable. Donc on a fait fondre les 1200 canons, c'est pas rien quand même, pris aux Russes et aux Autrichiens. On les a fait fondre et on a fabriqué ces plaques de métal qui entourent la colonne qui est en pierre qui au racontent centre et qui l'histoire. raconte toute l'histoire de la bataille Et d'Austerlitz. tout ça, c'est à la gloire de Napoléon. Évidemment, et remarquez comme ça monte en diagonale, ça monte jusqu'où? Jusqu'à cette statue de Napoléon. Tapé en César, là. Oui, César, empereur, tout ce que vous voulez. Vous me refaites César? Ah oui. C'est bien César. Si le luxe et le prestige peuvent faire tourner la tête, je choisis moi de faire une pause spirituelle. Merci, bonne journée. Je goûte un instant de calme sur les marches de l'église Saint-Roch. Un lieu de culte bien particulier à Paris, car c'est l'église des artistes. L'endroit abrite d'ailleurs des œuvres d'art de grande facture. Certaines d'entre elles ont été recueillies après la destruction des couvents tout proches. Voilà le peintre Mignard, célèbre peintre du XVIIe siècle. C'est tout ce qui nous reste de son tombeau qui a été détruit à la Révolution française. Parce que les artistes sont très importants ici. Hein. Très important. Et il y a un lien très fort avec la Comédie Française, puisque ce sont 2 comédiens de la Comédie Française qui sont à l'origine de la création de l'aumônerie des artistes à Saint-Roch. Georges Leroy, Jeanne Delvert, c'était en 1922. Ils voulaient créer ici une aumônerie catholique pour réconcilier le théâtre avec l'Église. Il y en avait besoin parce que vous savez que les obsèques religieuses aux comédiens leur étaient interdites s'ils n'avaient pas le temps d'abjurer leur profession avant de mourir. D'accord. C'est pour ça que Molière n'a pas pu être... Enfin, il a été enterré en terre chrétienne, mais parce que Armande Béjart, son épouse, a demandé au roi Louis XIV de faire pression auprès de l'archevêque de Paris pour que Molière soit enterré en terre chrétienne. Alors, vous-même aussi, vous êtes un ancien comédien. Comment vous êtes passé Voilà. de la comédie à la prêtre pour devenir prêtre? Non, c'est vrai que, vous savez, c'est pas si différent. C'est vrai que j'ai pensé en faire mon métier et j'ai eu la chance, pendant 2 ans, à plein temps, j'ai été comédien à Paris. J'ai eu la chance pendant 2 ans de travailler. Et ça vous sert aujourd'hui d'être comédien? Je ne joue pas la comédie quand je parle à mes paroissiens, mais tout le travail vocal que j'ai appris dans les cours d'art dramatique me sert forcément aujourd'hui quand je prends la parole en public. L'église Saint-Roch n'abrite pas que des œuvres d'art et des artistes. Ses flancs sont eux aussi incrustés de pierres précieuses. De minuscules et très anciennes échoppes, comme celle de Roger, la bien nommée Rarissime. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Bonjour monsieur. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part Ah bon un jour, non? Je sais pas. Ah, vous Dans la ressemblez, rue, peut-être, je suis bon, passé. on Dites-moi, ne sait pas. elle porte bien son nom, votre boutique, elle est rare, hein? Bah oui, moi aussi. Je suis un vieux qui tient encore le coup. C'est la plus petite boutique d'antiquité de Paris. Une des plus petites. C'était quoi ces échoppes? Qu'est-ce qu'on vendait ici au tout début? Ah ben, les échoppes répertoriées, c'était dans l'histoire sainte déjà, chrétienne, dans la Bible, Jésus ayant chassé les marchands du temple, on ne vendait plus d'objets de culte sur les lieux de culte,
donc en extérieur. Alors, ça faisait vivre toutes les paroisses parce que... Donc ici, on vendait quoi? Des bondieuseries, chapelets, des chapelets on vendait des bénitiers, des chapelets, des missels, des sculptures religieuses, bien sûr, des tableaux. Enfin, suivant les régions, ça a toujours existé. Et après, donc à la Révolution, c'est devenu un barbier. Alors, c'est devenu... Voilà, la Révolution, c'est devenu un barbier. Dites-moi, Roger, pourquoi vous installez ici, dans cette rue-là, précisément, Là, dans une pourquoi? petite Eh ben, boutique parce comme ça? que d'abord, pour moi, c'est mon plaisir. Je suis un vieux Parisien, depuis 300 ans avec un nom à la noix. On est des Parisiens du Faubourg Saint-Antoine. Moi-même, je suis né Faubourg Saint-Antoine. Alors ici, comme ça, vous... Alors ici, nous sommes bien, parce que c'est comme un petit hameau. Bonjour, tu viens te chercher tes œufs. Pour les copains, je ramène de mon village des œufs frais, des poules de plein air. Des œufs coques. Et puis voilà, Des œufs de et il coq. paraît que bon, tout le rare. monde est content. C'est vrai? Alors Ils sont bons? aiment ça. Oui, bah, ils sont tout frais, oui, pour les faire à la coque, c'est formidable. Moi, je peux pas trop dire parce que je mange que cela. Toutes les semaines, vous en prenez? Oui, pratiquement. Moi, j'adore ça. Je trouve que rue Saint-Honoré, se faire livrer des œufs de la ferme au milieu d'un quartier de luxe, c'est quand même génial, non? C'est le village au milieu du Triangle d'Or. Voilà les œufs de Danette. Merci, Roger. Merci, messieurs. Bonne fin de journée. Voilà, je vous remercie. service. Au revoir, jeune homme. Bonjour monsieur. C'est top ici, c'est la seule poissonnerie du quartier, il n'y en a pas d'autre. C'est la meilleure de la rue, absolument. C'est la seule, de toute façon, il n'y en a C'est pas la d'autre. Dans le quartier, trouver une poissonnerie, c'est rare. C'est pour ça que je vous dis que c'est la meilleure, Ouais, sans bah prétention. ouais. Sinon, Elles viennent d'où vos huîtres? Suivant les huîtres, soit de l'île de Léron, soit de Normandie, de Belon. On a différentes sortes d'huîtres. Ce sont les meilleures. Les meilleures, c'est celles que vous préférez. Ça dépend de vos goûts. Donc c'est quoi le principe? On les choisit, puis on les mange... Non, vous vous installez, on vous donne une carte et puis vous choisissez dans le menu. On peut en goûter une petite huître là? Qu'est-ce que vous voulez Moi j'aime bien les grosses. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une huître très charnue, mais en plus croquante. Parce que d'autres huîtres existent en étant très charnues, mais celle-ci est charnue et ferme. qu'elle est Et très magnifique. longue en bouche. Regardez. Quand vous aurez mangé ça... J'aurai plus faim. C'est surtout, vous serez obligé de revenir. Parce que vous trouverez ça nulle part ailleurs. Je confirme, c'est magnifique. Ah oui. Vous savez que pas très loin d'ici, vous avez un chocolatier célèbre qui fait un chocolat à l'huître. J'en ai entendu parler, oui. Vous n'avez pas goûté J'ai encore? pas goûté, non. Moi, je vais y aller. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Ah, si vous voulez bien, je vais prendre la spécialité la plus surprenante. De la maison. Oui, le chocolat chaud aux huîtres. Chocolat chaud à l'huître, oui, avec plaisir. Donc vous savez un petit peu ce que c'est? Pas du tout. En fait, c'est assez simple, c'est de l'huître broyée et puis auquel j'ai ajouté un petit peu de crème. N'importe quelle huître? Non, il faut de l'huître qui ait une note de noisette, qui soit quand même assez délicate, assez Affinée. douce. Affinée, oui, très fine. Pas trop iodé? Non, pas trop iodé. Et n'importe quel chocolat? Non, j'ai choisi un chocolat chaud très particulier qui a des notes très épicées. Vous allez voir, je vais le faire devant vous. On y va. À l'origine, vous n'étiez pas chocolatier pâtissier? Absolument pas, non. Vous étiez informaticien, vous, Jean-Paul Évin? Oui, je voulais être plutôt dans l'informatique, dans la technologie, dans ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est de prendre ma crème d'huître. Donc, de l'huître et de la crème. C'est tout. Huître et crème. Voilà. Merci. Donc là, mon conseil, c'est de ne pas mélanger l'ensemble et de le déguster directement. Vous allez avoir à un moment plus de chocolat chaud, un petit peu plus d'huître, donc vous allez avoir des reliefs quoi, de dégustation. Ah ouais.
Ah oui, c'est incroyable. C'est étonnant. On sent vraiment les deux goûts. Sur Paul, qu'est-ce qui fait un chocolat d'exception? Ce qui fait un grand cru, c'est à la fois le terroir, le cépage, le savoir-faire, extrêmement important, que ce soit le savoir-faire du planteur ou le savoir-faire du chocolatier. Cartier-Saint-Honoré, on y vient pour en prendre plein les yeux et rêver devant l'inaccessible. Mais finalement, on y fait de charmantes rencontres et de curieuses découvertes. Fuyez les a priori et retrouvez cette émission sur le site de France 3 Paris sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.